Retour sur la carte pour notre point de situation en Ukraine au 17 janvier 2025. Une fois de plus, Russes et Ukrainiens ont lancé des raids de missiles et de drones sur leur adversaire. Dans la nuit du 13 au 14 janvier, l'Ukraine a mené la plus grande opération de bombardement sur la Russie, avec notamment des drones qui ont atteint plusieurs raffineries en Russie. Donc ce n'est pas à titre exhaustif que je vous présente toutes les frappes ukrainiennes, mais sachez que certaines ont été touchées, comme ici sur Lysky, mais également dans la région de Saratov, plus précisément sur Engels également, ainsi que la ville de Kazan qui a été touchée par des attaques de drones. Dans la nuit du 14 au 15 janvier, l'Ukraine a encore lancé une attaque combinée sur la Russie avec cette fois-ci des missiles Attack-MS, Storm Shadow, une trentaine de drones. Les frappes se sont largement amplifiées à quelques jours de l'investiture de Donald Trump. Dans la nuit du 14 au 15 janvier, cette fois-ci ce sont les Russes qui ont lancé à leur tour une attaque massive sur l'Ukraine. Ont été ciblées des infrastructures énergétiques ainsi que des sites de stockage de gaz. Ensuite, une question a été posée, pourquoi est-ce que les frappes ukrainiennes en Russie sont davantage documentées que les frappes russes en Ukraine ? Donc, il faut savoir qu'en Ukraine, il est strictement interdit de diffuser des images des dégâts des frappes russes, sous peine d'engager sa responsabilité pénale, alors qu'en Russie, il n'y a aucune interdiction, ce qui permet d'avoir en source ouverte beaucoup plus d'informations et de détails sur les frappes ukrainiennes en Russie que le contraire. Dans l'armée ukrainienne, toujours pour faire face aux pénuries de fantassins, du personnel militaire affecté à la défense aérienne a été réaffecté dans des unités combattantes terrestres. Et selon une source ukrainienne, que vous retrouverez en description, 250 personnels y ont déjà été transférés et plus de 200 autres sont en attente. Cela pourrait avoir un effet négatif dans l'efficacité de la défense aérienne ukrainienne, et ce qui réduirait la détection et l'interception des drones et des missiles russes lancés sur l'Ukraine. En parallèle, il y a eu un nouvel échange de prisonniers, 25 Ukrainiens contre 25 Russes. L'OTAN a mené des exercices militaires en Bulgarie et en Roumanie. Donc Roumanie et Bulgarie sont ici. Et pendant ces exercices, une coupure totale d'Internet a été observée dans de nombreuses régions russes. Et au soir du 14 janvier, la connexion Internet a été entièrement rétablie. Et enfin, pour terminer, hier, l'Ukraine et le Royaume-Uni ont signé un partenariat stratégique pour un siècle. Sans plus attendre, direction le terrain avec l'oblast de Koursk, où une colonne blindée russe a été interceptée par des drones ukrainiens juste avant de franchir la frontière entre l'oblast de Koursk et l'oblast de Soumy. Et cette colonne a donc été stoppée et 4 blindés ont donc été détruits, et parmi ceux-ci des BMP et des MTLB détruits par des drones kamikazes et des drones larguant des charges explosives. Un petit peu plus au nord ici, c'est un Strela 10 russe qui a été détruit hier par un tir d'artillerie de l'armée ukrainienne. La 10 est un système de défense aérienne. Sur la ligne de contact ici, un BMD-4 russe a été endommagé et abandonné le 14 janvier. À l'est de ce BMD ici, un groupe de combat ukrainien a été débarqué depuis un Bradley dans cette petite partie boisée hier dans la journée. Donc, le secteur du village de Viktorovka est actuellement disputé, donc dans la zone grise, mais pas d'autres modifications donc, dans ce secteur. Aucune modification sur les zones de contrôle sur l'oblast de Koursk n'a été enregistrée ces 2 derniers jours. Et au sud de Soudja, ici, la situation est toujours assez dynamique dans le village de Makhnovka. Ici, un char ukrainien a fait feu sur les positions russes à proximité, donc ici, dans la zone grise. Donc voilà pour la situation donc, dans l'oblast de Koursk, où il n'y a eu aucune modification sur la ligne de front les dernières 48 heures. Direction l'oblast de Kharkov, où il y a eu une petite modification à l'est de la ville de Vovchansk en faveur des Russes, et plus précisément sur le village de Tikié, ici où on note une avancée de leur infanterie qui a réussi à progresser dans ce secteur et en même temps à sécuriser cette partie du terrain en violet.
Sur le front de Louhansk, donc sur la partie nord ici, et précisément à l'ouest du village de Dvorichna, les Ukrainiens ont perdu 2 blindés, précisément 2 BMP-1 dans la même journée du 14 janvier, et ils ont été détruits par des drones larguant des charges explosives. Côté russe, ici, un canon automoteur Gvozdika a été détruit le 13 janvier par un drone kamikaze, et un petit peu plus au sud, à l'ouest, le petit village de Kislivka, ici, c'est un BMP russe qui a été endommagé par un drone kamikaze ukrainien. Et à contrario, ici, c'est un BMP ukrainien, cette fois-ci, qui a été détruit le 15 par un drone kamikaze russe. Léger gain de terrain ici pour les Russes au sud de Lozova. Sur le reste de la ligne de front de Louhansk, au nord-ouest de Terny, un BMP-1 ukrainien a été détruit par un drone kamikaze le 14 janvier. Pas de modification dans ce secteur. Sur les arrières ici à l'ouest de Zarichny, c'est un obusier ukrainien qui a été détruit le 14 par un Lancet. Sur le front de Siversk, aucune modification. Une tentative d'attaque des Russes avec une dizaine de motards a été entravée grâce à leur drone kamikaze une fois de plus. Et ici, une dizaine de motards russes ont été interceptés avant même de pouvoir entrer dans la zone grise. Sur le front de Chassifiar, pas de modification ces dernières 48 heures. Ici, dans la zone grise, une position de l'armée ukrainienne a été bombardée le 15 et le centre-ville de Chassifiar est actuellement disputé. On continue le long de la ligne de front. Nous arrivons sur la ville de Toretsk où les Russes continuent leur avancée. Il est encore, à mon sens, un peu tôt pour annoncer le contrôle total de la ville par les Russes, même si cela semble inéluctable. Mais il reste encore des parties de la ville, petites parties dans la zone grise, comme ce quartier ici. Et les Russes, les dernières 48 heures, ont continué d'avancer, et toujours grâce à leur infanterie, qui a notamment été ici bombardée. Comme vous pouvez ici le constater, et il reste ici un secteur qui est actuellement disputé. Et ici, une position de l'armée russe a été bombardée également. Au nord-ouest de New York, ici, un Senator a été abandonné le 13 janvier dans les combats. Ceci n'a pas apporté de modification sur les zones de contrôle. Nous arrivons maintenant sur le front de Donetsk, où les Russes continuent leurs attaques en direction de l'autoroute. Donc, pour rappel et pour les nouveaux abonnés, cette autoroute est importante pour la logistique ukrainienne puisqu'elle relie Pokrovsk à Konstantinivka. Konstantinivka qui est un carrefour également pour approvisionner Chassifiar et Toretsk. Dans ces attaques, les Russes ici ont perdu un BMP-1 qui a été détruit ici le 15 janvier, et ils ont aussi lancé des attaques sur le village de Veliza-Vetivka ici, et au cours d'une de leurs attaques, ils ont perdu également un BMP détruit par un tir direct de l'artillerie ukrainienne. Nous continuons sur la ligne de front. À l'ouest de Pokrovsk, ici on note une nouvelle avancée des Russes, située au nord de Pichanier. Le village de Kotlinier devrait passer sous contrôle russe les prochains jours, et on peut donc observer ici maintenant un des deux axes venant de l'ouest vers Pokrovsk est maintenant bien coupé. Dans le secteur de Pokrovsk, ici, un Léopard 2 a été détruit le 15 janvier par un drone kamikaze russe, et dans le village de Zovkier, ici, c'est un BMP russe qui a été détruit, et là il a fallu 2 drones kamikazes pour en venir à bout. Sur la ligne de front, les Russes continuent leurs attaques, et notamment à l'ouest de ce village, où une présence ukrainienne est notée dans le village de Nadivka. Ici, leur infanterie a été bombardée donc par les Russes le 15 janvier, et puis un BTR-70 ukrainien a été détruit par un drone kamikaze le même jour. Le village de Yasenovie est passé sous contrôle russe. Ces derniers semblent avoir emprunté donc cet axe ici sur le sud du village de Novo-Andriivka pour continuer leur attaque vers l'ouest. Léger gain également à l'ouest de Solvianka. Sur Kourakovie, ici les Russes développent leur attaque sur l'ouest. Ici donc ils ont sécurisé une nouvelle partie du terrain.
notamment le long de la rivière qui se situe ici. Et ces dernières 48 heures ici, les Ukrainiens ont perdu un Humvee ainsi qu'un M119 qui est un obusier, et tous les deux détruits par des drones kamikazes. On continue vers l'ouest. Ici, 2 blindés russes ont été détruits le 16 janvier, détruits dans un champ de mines. Et nous arrivons maintenant sur le secteur de Velika Novosilka, où la situation de la garnison ukrainienne devient alarmante, puisque comme vous pouvez le constater, les Russes ont de nouveau progressé et sécurisé cette partie du terrain, notamment le quartier de Vremivka, qui est maintenant à plus de 90% sous contrôle russe. Les derniers ont bombardé le secteur ici avec un TOS hier dans la journée, donc juste à l'ouest du pont, qui sous-entend qu'il y a encore une présence ukrainienne dans ce secteur. Mais ici, comme vous pouvez le constater, il y avait un axe qui partait vers l'ouest et qui permettait donc un repli ou un approvisionnement de la garnison ukrainienne. Et cet axe est maintenant coupé puisque les Russes ont pris quasi le contrôle de Vremivka. Et pourquoi donc la situation de la garnison ukrainienne de Velika Novosilka est plus qu'alarmante? Eh bien, par le nord, les Russes occupent déjà Kovy-Komar, donc impossible de se replier par ici, ni par l'ouest, comme on vient de le voir. Et il reste une partie du terrain sous contrôle ukrainien. Mais comme vous pouvez le voir ici, il y a la rivière Mokry-Yaly qui passe ici. Et je n'ai noté aucun pont sur cette rivière, comme vous pouvez le voir. Alors il peut y avoir actuellement des pontons, mais je ne les ai pas trouvés donc en source ouverte. Et il reste ici une petite partie du terrain où ils pourraient se replier, mais ils sont sous la menace des soldats russes qui contrôlent le village de Novi Komar. La ville de Velika Novosilka a été bombardée donc, par les Russes avec un lance-roquettes multiple il y a 2 jours de cela, donc dans la partie nord. Mais ici, comme vous pouvez vous en apercevoir, les jours de Velika Novosilka sous contrôle ukrainien sont comptés. Et on note une intensification des tirs de l'artillerie russe des dernières 48 heures. Sur le front de Zaporizhia, une position ici de l'armée ukrainienne a été bombardée au nord de Robotyne avec une FAB. Donc les FAB sont toujours utilisées, mais actuellement davantage dans la profondeur et non pas sur la ligne de front. Pour rappel, l'objectif de cette chaîne est vraiment l'évolution de la ligne de front. Et oui, les Russes continuent d'utiliser leur FAB davantage sur les arrières ukrainiennes. Donc voilà pour les informations donc essentielles au 17 janvier 2025. Donc en résumé, les forces ukrainiennes comme russes se réorganisent et concentrent leurs forces sur Koursk en vue des prochains combats. Les Russes de leur côté continuent de développer leur offensive, notamment au sud-ouest de Pokrovsk, mais également à l'ouest de Kourakovié et surtout au sud de Velika Novosilka où ces derniers sont en train de prendre le contrôle de Vremivka. La situation de la garnison ukrainienne de Velika Novosilka devient critique. Les principaux axes menant à la ville sont maintenant sous contrôle des Russes. Et la seule issue se situe donc au nord-ouest, mais il y a la présence d'une rivière qui complique le passage et donc le repli de l'armée ukrainienne depuis la ville.